Définition, on dit qu'il y a arc-boutement chaque fois que le phénomène d'adhérence provoque une impossibilité de mouvement, donc équilibre, donc statique, quelle que soit l'intensité des efforts mis en jeu. Alors on a ici un petit exercice d'application. Alors cet exercice est composé de quoi? Donc d'un système que je peux décomposer en deux parties. Alors on a deux classes d'équivalence si vous voulez. Donc on a 0,5, c'est la première pièce. Donc 0 c'est le bâti ou bien la plateforme. Alors on a une colonne ou bien une poutre 5 fixée sur 0, donc les encastrements. Et le reste c'est la deuxième pièce ou bien la deuxième classe d'équivalence. C'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6. Pourquoi? Parce que tout simplement 1, la pièce 1, la pièce 1. Voilà, donc vous regardez la pièce 1 sur la vue de face, mais regardez là aussi sur la vue de dessus. C'est-à-dire si vous regardez dessus, vous verrez ça. Alors ça c'est 1. Ça c'est 1, et voilà l'épaisseur de 1. Alors sur 1, on a monté la pièce 2 et la pièce 3. Donc 2, 3, ce sont des petits cylindres montés sur 1. Alors, la longueur de ces cylindres, voilà sa longueur. Et voilà son diamètre. Et vous pouvez voir aussi la forme de 5. Le 5 est une forme prismatique, donc c'est une forme carrée. Donc 5, on a dit que 5 est fixé sur 0. Alors je reviens au deuxième ensemble. Le deuxième ensemble est composé de 1 plus 2 plus 3. Et aussi de 4 et 6. 4 et 6. Donc 6, c'est un boulon, ça veut dire une vis plus un écrou, qui permet de fixer le crochet 4 sur 1. Alors une fois que vous positionnez le crochet à une position quelconque E, vous serrez le boulon pour le fixer définitivement sur 1. Bien sûr, vous pouvez changer la distance X le long de la rainure MN. Bien ici, c'est un évidement. On a creusé une rainure sur la pièce 1 pour qu'on puisse changer la position du crochet, donc changer la position du poids le long du segment MN, zone de réglage. Est-ce que c'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème? On va tout simplement isoler 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6. On va isoler cet ensemble et on va lui appliquer le PFS. Donc si on isole cet ensemble, il est soumise à l'action de poids. Il est soumise d'abord à l'action du poids. Alors puisque le problème est plan, donc ici c'est un glisseur, le poids ici est un glisseur. Appliqué en E par exemple, bien en D c'est la même chose puisque les deux appartiennent à la même boîte. Ensuite, il y a le torseur au point B de 5 sur 2 et le torseur au point A de 5 toujours sur 3. Alors le contact ici, en A et en B, est un contact ponctuel. Pourquoi? Parce que ici, si vous regardez la forme, la vue dessus, c'est un contact cylindre plan. Donc c'est un contact le long d'un segment. Mais bien sûr, dans le plan, ce sera un contact ponctuel. Donc puisque c'est un contact ponctuel, donc c'est un glisseur, c'est un torseur dans le moyen lieu. Donc c'est un glisseur au point B, un glisseur au point A. Ça veut dire que je peux résoudre le problème graphiquement. Alors j'ai ici un système soumis à l'action 3 glisseurs. Le poids, glisseur en B de 5 sur 2, glisseur en A de 5 sur 3. Alors, puisque 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 est en équilibre, ça veut dire que les directions des trois glisseurs sont concurrentes en un même point, I, qu'on a appelé I. Donc on va chercher ce point I. Alors, l'arc-boutement c'est quoi? C'est tout simplement le coincement, bien le blocage de cet ensemble, quelle que soit l'intensité du poids. Alors je vais vous montrer, je vais vous expliquer en utilisant un autre exemple plus simple. Alors je vais prendre un exemple dans lequel on a seulement deux pièces, mais les deux pièces représentent les deux ensembles ici. Donc les deux pièces sur le deuxième exemple représentent l'ensemble de 5 plus 0, et la première pièce, la deuxième pièce, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 6. Donc je prends cet exemple. Voilà. Alors la pièce rose ici représente le système isolé, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6. Et le bleu représente 5, et bien sûr ici vous aurez reçu le 0, donc 5 plus 0. Alors regardez bien, donc ça c'est le point A et ça c'est le point B, donc je peux ajouter les points, si vous voulez je peux mettre les points. Donc ça c'est le point A, et ça c'est le point B, et ça c'est le point E. Ça c'est le point E, ici. Alors il faut tracer
la direction en A et en B en utilisant la valeur qu'on vous a donnée ici. On vous a donné un angle de frottement, puisque c'est une action de frottement, donc on va être égal à 10. Donc il faut tracer A. Alors, après, au début, voilà, la direction c'était ça. Alors au départ, il faut faire ça. Ça veut dire quoi? Il faut dessiner un cône avec un angle au sommet de 10. Alors 10, 10, tangente phi est égal à F, tangente 10. Ensuite, je trace la direction. Oui, mais pourquoi? Le problème, c'est que il faut expliquer pourquoi on va choisir cette direction et non pas celle-là. Alors c'est très simple. L'action, on a isolé la pièce rose, donc l'action de 5 sur 3. Alors là, je crois que c'est sur 3. Attendez. Alors là, c'est sur 3. Oui, c'est sur 3. Alors l'action de 5 sur 3, l'action normale se dirige vers la matière. Et là, on aura M, donc vers la matière toujours de 1, donc on aura M dans ce sens. Alors là, c'est M1. Et T, toujours opposé au glissement. T toujours opposé au glissement, donc le glissement de la pièce rose se fait dans ce sens, donc T doit avoir ce sens-là. Voilà, T doit avoir ce sens-là. Alors cela veut dire quoi? Que la résultante de N et T, c'est celle-là, pour le point A. Et la résultante de Tn, point B, c'est celle-là. Donc c'est bon, donc le choix est justifié. Alors ensuite, vous tracez la direction, ça vous donne le point d'intersection ici, c'est le point I. C'est le point I. Alors après, on fait quoi? Alors ça c'est, mais attention, le point I ne correspond pas ici à la position sur votre dessin. Alors si vous le faites ici, vous aurez une intersection ici, mais vous aurez le poids encore à droite. Alors là, on a changé la position du poids pour que les trois directions soient confrontées au point I. Alors maintenant, regardez bien le schéma. Je vais changer la position. Je vais au champ. Je suis ici. Alors maintenant, je monte. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de changer la position du poids. Change le poids, change le poids. Alors, une question. Dans ces différentes positions, c'est-à-dire lorsque je me déplace vers la droite, est-ce que le système est toujours en équilibre? Alors, la réponse, d'après la loi de Coulomb, la réponse c'est oui. Pourquoi? Parce que la loi de Coulomb dit que si vous êtes sur le bord du cône de frottement, vous êtes à la limite de l'équilibre. Mais si vous êtes dans le cône, c'est-à-dire si la direction est à l'intérieur du cône de frottement, c'est sûr, on est toujours dans le cas adhérence. Alors, on est toujours dans le cas adhérence ici, système équilibre, en équilibre. Alors, je continue. Alors, attention maintenant, si vous vous déplacez vers la gauche, c'est autre chose. Pourquoi? Je m'approche de la position limite de l'équilibre. Alors, à cette position, je suis à la limite de l'équilibre. Si je continue de changer la position du poids vers la gauche, alors, à cette position, je suis à la position limite. Donc, si je continue, le système commence à glisser tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai dépassé la limite d'équilibre. La limite d'équilibre, c'est sur le cône. Alors, bien sûr, la direction ne sort jamais du cône, mais le système commence à glisser tout simplement. Voilà, il y aurait glissement. Alors, je reviens à l'exercice. Alors, pour l'exercice, il faut résoudre le problème. Je crois qu'on a déjà répondu à la première question, mais je vais vous montrer ça en utilisant un deuxième schéma. Alors là, c'est X, c'est la position X, la position donnée. Mais bien sûr, il faut chercher X limite. Alors, je viens de vous expliquer comment on peut déterminer X limite. C'est en déplaçant le poids vers la gauche. Je déplace le poids vers la gauche jusqu'à ce que j'atteigne la position correspondant aux deux directions sur le bord du cône de frottement. C'est-à-dire correspondant à phi est égal à 10. Alors voilà. Alors dans cette position, alors là, ça c'est phi égal à 10. Alors ça vous donne un point I ici. Ça veut dire que c'est la position X limite. Alors regardez ça. Alors X limite, si vous vous déplacez vers la droite, dans la zone grise, vous êtes sûr que le système restera toujours en équilibre. Pourquoi? Parce que vous aurez des angles inférieurs à 10 degrés. Alors, par exemple, cette position, la position 2.
Mais en poussant le poids vers la gauche, vous faites quoi? Vous augmentez phi jusqu'à combien? Jusqu'à 10. Alors là, phi sera égal à alpha. Alpha égale à phi égale à 10. Mais si vous continuez à pousser vers la gauche, bien sûr, le système glissera vers le bas. Donc la limite de l'équilibre, c'est ça. Ça veut dire que graphiquement, x limite, c'est entre cet axe et ce point-là. Et là, c'est une autre position quelconque. Alors là, dans cette position, par exemple, je peux tracer le dynamique. Alors j'ai les deux directions, donc je trace le dynamique fermé, j'obtiens les deux glisseurs. Donc voilà. Et voilà la position x limite. Alors juste une question, c'est que j'ai une autre remarque à vous donner, c'est que si vous gardez les valeurs des deux glisseurs inchangées et que vous augmentez le poids, c'est-à-dire que vous prenez par exemple le poids dans cette position, ne changez pas la position du poids, mais changez la valeur du poids. Donc si vous changez la valeur du poids, les deux directions A et B ne vont pas changer, vous aurez toujours les mêmes directions, mais le poids va augmenter, donc vous aurez un poids ici par exemple, encore un point là, un point. Donc, quelle que soit la valeur du poids, vous aurez toujours un dynamique fermé. Ça veut dire que le système restera toujours en équilibre. Donc, quelle que soit la valeur du poids exercé en E, le système restera toujours en équilibre. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on est dans le cas arc-boutement. Le système est toujours bloqué. Arc-boutement, ça veut dire coincement bien, blocage, quelle que soit la valeur du poids. Hein? 2 plus 3 plus 4 plus 6. Alors, il est soumis à l'action du poids en D, de l'action de 5 sur 3 en A, l'action de 5 sur 2 en B, donc 3 glisseurs. Alors l'ensemble est en équilibre, ça veut dire que les 3 glisseurs sont au courant d'un point. Alors ça, on l'a déjà vu dans la première question. Alors pour la deuxième question, vous aurez la même photo mais fixe. Alors au point A, au point B, les angles phi, deux angles de frottement, phi, à la position limite, point I. Là, c'est la position du schéma. Alors, comment je peux déterminer une relation entre x mini, alors vous voyez, ça c'est x mini, ça c'est cette distance x mini, et les dimensions h et a par exemple. Bien sûr, il faut faire apparaître le coefficient de frottement f. Pourquoi? Parce que la question c'est de déterminer x mini en fonction des coefficients de frottement. Alors, je vais reprendre ça. Alors, la relation entre les deux schémas, c'est que au lieu de garder tout le schéma, je garde seulement le point A, le point B. Rappelez bien qu'on a ici une distance H, et là on a un angle phi. Alors là on a, ça c'est le point I, et ça c'est x mini. X mini c'est entre le point I et cet axe. Alors, H c'est quoi? C'est cette distance plus celle-là, donc c'est ça H. H, ce point-là, ce point et celui-là. Alors je peux écrire H en fonction de x mini et A. Alors je vais vous montrer ça sur un deuxième schéma. Elle est où le deuxième schéma? Non, attends, c'est pas ça. On a ça. Alors voilà, A, B, phi, Y, et par exemple ça c'est X, et ça c'est H. Alors, la relation est très simple. Vous écrivez que tangente phi est égal à Y, donc l'opposé sur l'adjacent, donc Y sur ça, sur cette distance. Donc c'est x mini plus a sur 2. Tangente phi aussi est égal à h moins y sur x mini, mais cette fois moins a sur 2. Voilà. Ensuite, vous déduisez f en fonction de h, x en fonction de h, x mini en fonction de h et f. Comment? Tout simplement, vous sommez les numérateur et le dénominateur. Je ne sais pas si vous connaissez cette formule. Donc A sur B est égal à C sur D. Donc A est égal aussi à A plus C sur B plus D. Donc ça sur ça est égal à ça plus ça sur ça plus ça. Donc Y plus H moins Y c'est H. Et X mini plus X mini, donc 2X mini, les deux termes s'annulent. Donc F est égal à H sur 2X. Mais il y a une autre façon plus simple. Vous écrivez par exemple que H c'est Y plus X. Vous écrivez Y et X en fonction de tangente phi. Donc Y par exemple c'est quoi? C'est F X mini plus A sur 2. Et X
c'est f x mini moins a sur 2. Vous factorisez par f et ça donne f facteur de x mini plus a sur 2 moins a sur 2. Donc f facteur de 2x mini, le tout égal à h. Voilà, ça donne le même résultat. Ça donne x mini est égal à h sur 2f.